Bonjour à toutes et à tous. À l'image de la prélogie Star Wars, après avoir découvert une trilogie X-Men 1, 2, 3, suggérant un passé assez riche en dramaturgie pour des personnages tels que Magneto, Xavier, Mystique et compagnie, un nouveau film avec de nouveaux acteurs plus jeunes pour jouer des personnages qu'on connaît déjà pour la plupart, a été proposé X-Men First Class. Je vais vous montrer que ce film se montre bien plus efficace que la prélo Star Wars dans cette démarche, car ce film est beaucoup moins maladroit, les acteurs proposent des performances bien plus réussies, le scénario est bien plus crédible et captivant, car malgré les suites qu'on aura par la suite, c'est assez logique, Days of the Future Past, Apocalypse, j'ai oublié Dark Phoenix. Il suffit de ce film uniquement, si vous voulez, et c'est ça que j'apprécie, pour nous expliquer ce que la trilogie initiale nous imposait comme mystère. Du coup, par voie de conséquence, ce film n'est pas du tout artificiel, contrairement à Star Wars 1 et 2, où on t'étire la dramaturgie, alors que le scénario tenait pour moi en un film. Ça, c'est un autre débat. J'ai bien aimé Star Wars 3, c'est une réussite selon moi, donc ne vous énervez pas. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'en regardant la première partie de X-Men First Class, le commencement, j'ai constaté qu'il y avait de forts parallèles avec Star Wars et je voulais vous en faire part. Je me permettrai également de donner mon avis sur des éléments du film de manière chronologique pour ne pas perdre tout le monde. Car je sais que la chronologie avec X-Men, c'est pas simple du tout. Merci la Fox. Et je vais commencer par vous parler évidemment de la scène en 1944 en Pologne qu'on a l'impression de voir dans tous les débuts de films X-Men. C'est assez incroyable. La mise en scène est astucieuse, les personnages sont en plein mouvement alors que la caméra reste fixe, ce qui crée un parallèle et un paradoxe très intéressant. Mon interprétation, c'est que les juifs évidemment veulent fuir le conflit et l'emprisonnement, mais l'absence d'un échappatoire ne force même pas les nazis à avoir besoin de se montrer mobiles et véritablement présents pour les calmer, car la situation est déjà cruellement sous contrôle. La rencontre entre Xavier et Mystique est émouvante, mais on ne cherche pas à démultiplier l'importance de cette scène, car ce n'est pas encore le moment d'illustrer l'ampleur de cette relation, contrairement à Star Wars, la prélogie, qui est tellement prétentieuse que selon moi, elle cherche parfois à tout rendre important, alors que ça pourrait être le cas dans le futur, mais ce n'est pas encore le cas au moment présent. Et ça crée vraiment un parallèle qui est parfois un peu trop poussif. Nous avons dans X-Men First Class des personnages qu'on peut vraiment apparenter à ceux que l'on connaît déjà dans Star Wars. Le discours nazi est celui de l'Empire galactique. Le méchant Shaw, ou je ne sais pas comment on prononce, mais moi je dirais Shaw comme ça, car je suis mauvais en anglais, désolé, jus de melon de mon incompétence, mais donc Shaw, Dark Sidious, l'empereur, on va dire, on peut l'apparenter à ce personnage, veut exploiter le pouvoir d'Eric sans scrupule, Eric qui serait donc évidemment Dark Vador. La mise en scène est encore à la hauteur du film, lorsque nous avons un super ralenti sur personnage et un plan sur la mort soudaine de la mère. Et là, t'as pas besoin d'un plan accéléré car on a joué préalablement sur la vitesse de ce que montre la caméra. C'est une référence, cette scène, à la mort de la tante et de l'oncle de Luke sur Tatooine ou alors à la mère d'Anakin même dans Star Wars 2. Le meilleur épisode de la saga, le pire épisode, pardon, de la saga. Sauf si on compte Solo. La colère de Magneto va donc le mener au côté obscur en quelque sorte. Le docteur Shaw se place derrière Eric tel un père, un mentor. Le docteur est la cause de la souffrance de Magneto. Mais Magneto ne se monte pas encore contre lui. Vous êtes forcément là obligé encore une fois de penser à Dark Sidious et Vador. L'injustice est donc totale et moi je pensais qu'il allait tuer ce docteur nazi à ce moment-là, mais non, car nous passons à une transition
avec la fameuse pièce de Magnéto qui est très réussie par ailleurs, et on sait finalement tout ce qu'il y a à savoir de lui, là où un Star Wars 1 donne toujours trop d'informations confuses sur Anakin, et du coup on s'y perd complètement. Référence aux médicloriens ou je ne sais plus quelle histoire, totalement délirante, c'est n'importe quoi. La relation ensuite nous est montrée compliquée entre Mystique et le professeur Xavier. Ça me rappelle, moi, les Jedi dans Star Wars, qui, finalement, je ne connais pas assez l'univers étendu, mais si j'ai bien compris, ne peuvent pas avoir de femmes. En tout cas, dans les films, j'ai jamais vu Obi-Wan sortir avec une copine. Ça aurait été très drôle, d'ailleurs. L'acolyte de Shaw s'appelle Diablo. Franchement, il y a un petit côté Dark Maul quand même, hein. On peut pas me le cacher ça, parce que finalement donc on a 3 personnages mentionnés qui sont plutôt sous-exploités ou inintéressants, hein. C'est vrai que j'avoue que le personnage de Shaw, Diablo et toute la bande, je ne les trouve pas incroyables. Et c'est marrant car Dark Maul, je le trouve tout aussi intéressant dans Star Wars 1. C'est un rapprochement sur un aspect négatif, mais c'est quand même un rapprochement après tout. Dans X-Men First Class, évidemment, nous sommes en pleine guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a un contexte politique qui est posé dans le film et qui est par contre extrêmement bien assumé, je le trouve. Évidemment, ça rappelle encore une fois la prélogie Star Wars. Magneto se retrouve ensuite dans un bar et le rapprochement avec la cantina de Solo est forcément présente et moi me vient à l'esprit car finalement donc nous avons Magneto qui trinque avec des gars qui sont d'anciens nazis et il sait déjà qui ils étaient avant. Mais ils ne savent pas eux que Magneto sait ce qu'il sait. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Bref, en gros, ça va être la bagarre. Les personnages boivent et se regardent avec une synchronisation et une gestuelle et une musique géniale. Tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et lorsque Magneto montre son bras, eh bien là, voilà, ça montre finalement l'aspect inhumain ou déshumanisé plutôt du personnage comme Dark Vador avec son armure par exemple. Le général veut tuer Shaw, je suis toujours aussi fort avec ma prononciation, avec une grenade, mais ce dernier absorbe l'énergie, c'est un mutant, c'est ce qu'on comprend, et là il le tue. Ça rappelle évidemment Palpatine avec ses pouvoirs énergétiques qui lui sortent des bras ou des mains plutôt, parce que des bras ça sera un peu bizarre, des mains, dans Star Wars 6, le retour du Jedi, quand Luke Skywalker s'en prend une bonne dizaine mais ne meurt pas, alors que Dark Vador s'en prend un et crève tout de suite. Incroyable. Ça aussi, c'est un incroyable passage dans Star Wars 6. Désolé pour les fans, mais Star Wars 6, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Enfin, je l'aime bien, mais bon, il y a les Ewoks et puis il y a trop de trucs qui collent pas. On ne va pas s'attarder là-dessus. La réunion à la CIA a lieu avec Xavier. Et là, on se moque de lui. Et Mystique, Xavier, l'agent qui est toujours avec eux, veulent secouer le cocotier. Et ça me rappelle l'attentisme du Conseil Jedi qui glande tout le temps, pendant toute la prélogie, qui se gourre dans toutes les interprétations possibles de la force et de tout le tralala. Je me calme, mais c'est un peu le cas. Donc, Xavier contre Obi-Wan comme spin-off, Disney par exemple, eh bien moi, désolé, mais je vote pour Xavier. Plus sérieusement, Xavier manipule les esprits faibles. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour parler du sujet que je suis en train de traiter avec vous. C'est-à-dire que, bon là c'est Obi-Wan dans Star Wars 4, hein, concrètement, si jamais vous aviez encore un doute, et à ce moment-là, bon, c'est l'élément qui montre le plus la référence à Star Wars, je pense. Alors que les autres étaient peut-être plus implicites, celle-là est bien plus explicite. Magneto revit ensuite des souvenirs atroces, qui fait référence à Anakin et ses visions terribles sur l'avenir, qui vont le mener à une vie encore plus terrible qu'elle ne l'était déjà. Et donc, pendant toute la fin du film, nous assistons à l'avènement, si je puis me permettre, de Magneto. Je n'aime pas le personnage de Shaw, comme je vous le disais, dans ce film, mais ce n'est pas lui en réalité le grand méchant du film. Le principe et l'élément le plus important du film en termes
de conflit et d'opposition, c'est Magneto qui va passer, entre guillemets, du côté obscur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, évidemment, je pourrais vous parler de tout le film comme ça en disant ça ressemble à Star Wars, mais j'aurais déjà un peu peur de surinterpréter, ce qui est déjà un peu le cas. Je pense que certains éléments, vous allez vous dire, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que les références à Star Wars et l'influence star warsienne est bien présente, ce qui est tout à fait logique, car Star Wars est un choc culturel pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça c'est sûr. Écoutez les amis, avant de vous dire ciao et à la prochaine, j'ai également quand même relevé sur mon petit carnet que je ressors que Magneto à un moment s'en prend à Shaw en attaquant son bateau avec une ancre. Et ça me fait penser au Docteur Octopus dans Spider-Man 2, donc je suis super content. Par ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais je vous le dis maintenant, est-ce que vous pensez que Docteur Octopus devrait revenir dans un film de Spider-Man? Moi, j'aimerais bien votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec un membre surprise du UCU ou UCU. Jude Melon devra me donner la prononciation exacte. Évidemment, j'aimerais bien que celui-ci garde le secret. Ce serait quand même bien plus sympa et surprenant, évidemment. Allez, ciao et à la prochaine!